Merci à tous d'être là, nombreux, ça fait plaisir. Bon, 15 minutes c'est un peu court, je vais déborder, tu sais, mais je vais faire on a transigé, j'aurai un petit peu plus longtemps. Bon, néanmoins, allons directement au vif du sujet. Je veux que d'ici 5 ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique. Nous sommes le 28 novembre 2017, c'est le premier déplacement africain du nouveau président Macron. C'est un discours qu'il fait à Ouagadougou, c'est un discours qui est historique. Les discours des présidents français à l'étranger qui, à ce titre, représentent la France sont toujours historiques. C'est son premier déplacement. Il déclare dans son discours que les restitutions, ça va être une priorité de son quinquennat. On est vraiment dans le discours historique. On est également dans le discours historique parce que c'est la tranche avec la position française qui avait été rappelée en 2016, donc un an plus tôt, lors de la demande du Bénin. Les biens que vous évoquez, disait le ministère des Affaires étrangères, sont en collection muséale, c'est-à-dire dans le domaine public, c'est-à-dire qu'elles sont inaliénables, imprescriptibles, insaisissables. Nous ne pouvons pas, c'est pas nous ne voulons pas, nous ne pouvons pas. La loi ne nous permet pas d'accéder à votre demande, quel que soit le bien fondé, quelle que soit l'idée, nous ne pouvons pas. Une réponse qui était une réponse polie, juridique, diplomatique. Le président Macron, je veux que d'ici 5 ans, et il se lance dans la question des restitutions. Depuis ce discours, on s'est beaucoup posé la question du comment. Comment va-t-on faire pour restituer? Et souvent, comment fait-on pour ne pas restituer? C'est-à-dire, quel est l'état du droit? On va y répondre ensemble rapidement, manque de temps, mais on va y répondre, on va avoir le droit, évidemment. Je crois que plus intéressant que le comment fait-on, comment ne fait-on pas, c'est le pourquoi. Pourquoi faudrait-il restituer temporairement? Ce qui ne veut rien dire, on ne restitue pas temporairement. Ou définitivement, le patrimoine africain en Afrique. C'est quoi le patrimoine africain? Le patrimoine africain à l'Afrique. Je ne suis pas du tout un spécialiste de la matière, j'en vois dans la salle. J'en vois plusieurs dans la salle. Mais il y a, à mon avis, autant de patrimoine africain qu'il y a, c'est pas moi, d'ethnies africaines, de nations africaines, de pays, encore que tous les pays n'étaient pas toujours créés lors de la sortie. Mais le patrimoine africain à l'Afrique, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est en outre une vision terriblement occidentale, passéiste. Quoi? L'Afrique, une seule entité, un seul peuple. Imaginez l'inverse. Il faut restituer à l'Europe un patrimoine européen. Je ne sais pas, monsieur, comment vous définissez, mais je serais vraiment étonné que vous définissiez en premier comme je suis européen. Non, vous allez me dire, je suis, je ne sais pas moi, berrichon, je suis breton, monsieur, je suis corse, parisien, je suis français. Peut-être êtes-vous européen au sens de la structure juridique de l'Union européenne, mais européen au sens du continent, non. Le patrimoine africain à l'Afrique, curieuse façon d'évoquer ce pays, ces pays, curieuse façon d'aborder cette question, une certaine méconnaissance. Et ça a été ressenti comme tel en Afrique, évidemment, par autant d'ethnies, par autant de peuples. Restituer. Restituer, c'est opposer immédiatement un possesseur illégitime, en l'occurrence la France, les musées. Les musées de France sont des possesseurs illégitimes. Et des propriétaires spoliés. L'Afrique, puisque c'est comme ça que c'est, de manière globale, serait un propriétaire spolié, et les musées de France, des possesseurs illégitimes. C'est faire cette fracture. Comprenez-moi bien, tous ceux qui, comme moi, sont opposés aux restitutions,
ne sont pas forcément opposées à un partage des biens culturels, à une nouvelle définition de la propriété de l'art. Nous sommes opposés à cette fracture qui fait des pays occidentaux, des musées occidentaux, des propriétaires privés, des possesseurs illégitimes, et de l'Afrique vue dans sa globalité, un propriétaire spolié. C'est ce point-là qui est déterminant. Vous devriez retenir une seule chose de ma déjà sans doute trop longue intervention, que c'est celle-là que j'aimerais que vous reteniez. Posez-vous cette question. Nos musées, nos grands musées qui ont prélevé, protégé, sont-ils ces possesseurs illégitimes qu'on nous fait croire? Alors bon, quand on fait venir un avocat, on s'attend à ce qu'il lise un petit peu la loi sur la montagne. Alors voyons le droit rapidement. Je crois qu'il faut faire une différence entre les collections publiques et les collections privées, car les deux sont impactées, elles sont au moins impactées intellectuellement. De manière privée, c'était la réponse de Jean-Marc Ayrault. Les collections des musées sont dans le domaine public. À ce titre, le Code du patrimoine les protège, elles sont inaliénables, ça veut dire qu'on ne peut pas les vendre, on ne peut pas les donner non plus. C'est important. Le droit a parfois l'air tout à fait abrupt. On se dit, tiens, oui, l'avocat, il se cache derrière 2-3 règles, la France se cache derrière des 3 règles. C'est pas vrai. Il faut voir pourquoi ces lois existent et depuis quand elles existent, contre qui elles existent. Les lois de protection du patrimoine n'ont pas été faites à la sauvette hier ou avant-hier contre l'Afrique, contre les anciennes colonies, contre les voisins. Tiens, pourquoi pas, on a un conservateur d'un musée belge contre la Belgique. Je rappelle quand même que les troupes françaises, durant la Révolution française, ont emporté des choses qui sont parfois dans les musées français. Ça n'a pas été fait contre les Belges, ça n'a pas été fait contre l'Afrique. Ce sont des règles, celles du caractère inaliénable des collections publiques, qui remontent à la fin du Moyen-Âge. On parle de l'édit de Moulins, 1566, mais également, c'était dans le sacre. Le roi de droit divin, que l'on voit si puissant dans l'Ancien Régime, eh bien, il prêtait serment de ne pas dissiper les biens, qui n'est pas encore les biens de la nation, mais les biens royaux, qui deviendront ensuite le domaine public. Depuis longtemps, les Français se méfient de leurs dirigeants. Ça ne remonte pas à la Révolution française, c'est toute la construction de l'État français. Le roi prendra plus de place, il lèvera l'impôt de manière de plus en plus automatique. Mais le corollaire, c'est qu'il est un locataire, on parle souvent du locataire de l'Élysée. C'est un locataire. Il n'a pas le droit de décider qu'il va rendre la Joconde parce qu'il a lu que finalement, l'honneur de Vinci était quand même sorti un peu comme ça à l'époque d'Italie en prenant son tableau sous le bras et que son commanditaire n'était pas très content. Ben alors, allez, je le restitue. Il ne peut pas non plus dire je vais le vendre parce que j'ai besoin, parce que voyez-vous, il y a un trou dans la sécu. Donc je vais vendre l'aile ouest du Louvre. Ce n'est pas permis. Cette règle, elle est franco-française. Elle n'est pas dirigée contre l'Afrique. Elle est dirigée contre le prince, contre le dirigeant français. Les collections muséales françaises sont protégées par ces principes. Principalement d'inaliénabilité, c'est difficile à dire. Si on pense aux collections privées, c'est simple, déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est sacrée. Ces gens savaient parler. La propriété est sacrée. Donc, si nous avons des collectionneurs dans la salle, et nous en avons certainement, votre propriété sur vos biens est sacrée. À ça se greffe un ensemble de règles complémentaires, évidemment. Les prescriptions, moi je suis un civiliste, au-delà de 30 ans, je n'arrive pas à réfléchir. Encore une fois, ça n'a pas été fait contre l'Afrique. Ça a été fait contre personne, ça a été fait pour une sécurité juridique. Pour que je ne sois pas, je m'en prends toujours à vous, monsieur, pardon, mais pour qu'on ne puisse pas venir vous dire, écoute, cette montre ou cette chose, eh bien, ça a été volé par votre grand-père. Non. Au-delà d'un certain délai, on a le droit à une sécurité juridique. Donc, toutes ces règles combinées font que les collections publiques, les collections privées, ne devraient pas être impactées par ce fait du prince qui dit « je veux que d'ici 5 ans, je ». Le problème, évidemment, c'est que les règles, ça se change. J'ai en tête la loi sur les têtes maoris, 2010. Vous savez que le Code du patrimoine, c'était des collections publiques. À ce titre, elles étaient inaliénables. Il y avait moyen de faire un déclassement
Mais le même code prévoit que quand les biens sont entrés en collection muséale par don ou legs, on ne peut pas les déclasser. Donc ces têtes ne pouvaient pas être déclassées, elles devaient rester en collection publique. Eh bien, on a fait une loi d'exception. Magnifique loi. Je vous invite tous à lire les travaux préparatoires de la loi. C'est extrêmement bien fait. On invoque tout ce qu'il y a de littérature française, c'est magnifique, mais on aboutit. Quel que soit ce qu'on pense, elles doivent être, est-ce que ces têtes doivent être en France, est-ce qu'elles doivent être en Nouvelle-Zélande, peu importe. Mais on aboutit à quelque chose que l'on bricole. On vient vous dire qu'il fallait que ces têtes aient une sépulture digne des coutumes. La coutume, et encore une fois, il y a des spécialistes dans la salle que je ne suis pas, il n'y avait pas de sépulture pour ces têtes. On annonce, on modifie la loi, avant même de réfléchir. Quelle est la base? C'est cela que vous devez vous poser. Quelle est la base philosophique de ces restitutions? C'est vraiment la base. Alors je vais vous donner, si j'ai encore un petit peu de temps, un exemple précis. La demande africaine, parce qu'il y en a eu une jusqu'à présent, cette demande était celle du Bénin. Elle est en 2016 et elle concerne des biens qui sont des biens qui ont été enlevés dans le royaume d'Abomey par l'expédition Dodds. On est en 1892, on contrôle. Bon, alors, on est face à quoi? Un pillage. On imagine une colonne infernale. Le politiquement correct est compliqué, on va poser les choses différemment. On imagine une armée de coloniaux blancs venus attaquer, le terme est de Rousseau, il n'est pas de moi, de bons sauvages. D'accord? C'est comme ça qu'on voit les choses. On les attaque, on les pille, on prend leurs œuvres, on les tue, pourquoi pas, et on emporte tout. Quand on regarde la réalité, c'est autre chose. Qui, dans ces gens qui ont imaginé les restitutions, sont allés voir les textes? Qui connaît l'histoire? Cette histoire, elle est autre. Porto Novo, sur la côte, avait fait la demande à la France d'un protectorat. La France avait octroyé ce protectorat, très contente ainsi de doubler l'Angleterre. Mais il n'empêche qu'il y avait ce traité entre la France et le royaume de Porto Novo. Le royaume du Dahomey, un grand royaume, c'est un autre problème. Cette vision qui semble être bien pensante, elle est terrible. Elle fait de l'Afrique, encore une fois, une bande de bons sauvages. Ce n'est pas ça l'Afrique. Il y avait de grands royaumes, et encore une fois, je vois des spécialistes ici. Il y avait de grands royaumes. L'impérialisme européen, l'impérialisme colonial, il existait dans ces pays. Ces grands royaumes, eh bien, n'hésitez pas à aller combattre d'autres, à conquérir des territoires. Ces grands royaumes existaient. Le Dahomey était un grand royaume. Eh bien, ce grand royaume, il se dit que la France et son protectorat, ça va bien comme ça. Donc, il attaque Porto Novo. Porto Novo demande à la France d'intervenir, la France intervient. La colonne qui montera vers le royaume du Dahomey, qui prendra finalement Abomey, c'est une colonne qui voit à sa tête un général qui n'est pas un Alsacien, c'est un métis de père et de mère. Une réussite fabuleuse de l'intégration française. Il sort de Saint-Cyr. C'est le dernier général afro-descendant. Il n'y en aura plus après lui. C'est le dernier général afro-descendant qui aura une rue à son nom. Quel modèle d'intégration? Évidemment, par les armes. Mais c'est le cas, Saint-Cyr. Il y a là la Légion étrangère, il y a là des fusiliers marins, mais il y a aussi une armée africaine de Porto Novo. Et un ensemble de peuples Yoruba, nous y reviendrons. La première chose que va faire Dodds, c'est libérer les esclaves Yoruba. Oui, j'oublie un point, ce grand roi était un esclavagiste. Dodds va libérer les esclaves Yoruba. Ça fait 3-4 générations que ce peuple fond d'Abomey, massacre, puis met en esclavage tout ce que les populations Yoruba connaissent autour de son pays. Le père de Béhanzin, Glélé, va en 1886 mettre à néant Kétou, pierre par pierre. Il va lui-même, c'est leur droit, hein, ce sont des pays, c'est la guerre, si vous voulez. Mais vous avez ce peuple fond qui se pense supérieur à ces Yoruba, ça nous fait penser à des choses de chez nous. Je ne dis pas qu'ils sont pires que nous, mais de là à penser qu'ils sont obligatoirement meilleurs,
Ils vont tout réduire en cendres, réduire ces Yoruba en esclavage. Dots les libère. Que font les esclaves? Eh bien, ils mettent à feu et à sang tout le pays. À telle enseigne que l'armée de Béhanzin, elle est déconstruite. Ces soldats doivent aller sauver leurs fermes, sauver leurs familles, sauver les récoltes, essayer de manger. Ce roi Béhanzin met le feu à son palais. Il met le feu à son palais pour que les Français ne l'aient pas, mais aussi, tactiquement, c'est pas idiot, pour que sa cour le suive. Il ne veut pas partir tout seul en exil. Donc il met le feu à son palais. Les Français entrent dans Abomey. On est en 1892. Ils éteignent le feu, récupèrent des régalias à titre de dédommagement de guerre. Souvenez-vous combien nous avons fait payer en 1918 à l'Allemagne. Une mauvaise idée, ça a créé le nazisme sans doute. Mais nous le faisions. Et ils rentrent. Alors, et j'en ai presque terminé. Vous êtes sur la montagne. Vous regardez la plaine. Vous avez cette colonne infernale, pour parler d'autres colonnes qu'on a pu connaître en France, avec ce général à sa tête. Vous avez ces esclaves Yoruba, ces pauvres esclaves Yoruba, mais qui sont, une fois libérés, ont été rudes avec leurs anciens maîtres. Et vous avez ce roi esclavagiste. Vous êtes pour qui? C'est qui le gentil de la fable? Qui est le méchant? Est-ce que vous voyez dans cette triste histoire, mais qui n'est une histoire comme une autre, comme il y en a eu plein dans tout le 19e, dans le 18e, quand il y en a eu encore dans le 20e siècle, qu'est-ce qui pourrait justifier de qualifier nos musées de possesseurs illégitimes et ces pays de personnes spoliées? On n'est pas dans cette logique-là. Pas du tout. Donc je crois qu'il est surtout temps de restituer l'histoire avant de se poser d'autres questions. Réfléchissez. C'est vraiment le sens de mon intervention. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Il faut se méfier des effets de manche, tout particulièrement quand on est avocat. Alors, vous dire, on est en péril, on est bon, évidemment, ça fait vent. Mais je crois réellement que nous sommes en péril, que nos musées le sont. Regardez, j'ai été très frappé. Le 1er juin dernier, s'est tenue au siège de l'UNESCO à Paris une belle réunion où les États africains étaient représentés. Il y avait là le président du Bénin, M. Talon, il y avait d'anciens conservateurs. Les termes qui ont été employés à la sortie étaient terribles. Je ne voudrais pas les faire mentir, je les ai notés. Alors, on a parlé d'asservissement des objets par les musées. Ils ont parlé de milieu de répression. Ils ont terminé par dire « nous sommes en guerre ». Pas une ligne dans la presse française pour défendre nos musées. Pas une ligne. Pas une ligne. Oui, nous sommes en danger. Est-ce que les musées seront vidés de toutes leurs pièces? Évidemment que non. Mais les collections, comme c'est parti, seront atteintes. Et sans doute que M. Volper nous expliquera que les collections muséales ne sont pas que tel et tel objet qu'on présente au public, c'est aussi des outils de recherche. Je crois que tu en parleras bien mieux que moi. Donc oui, nos musées sont en danger, en tout cas sous cet angle. Maintenant, le droit évolue. Et évidemment, sur la base des principes, si on considère que ces biens doivent être restitués pour X raisons de repentance, X raisons de... Eh bien, il n'y a pas de frontière, en tout cas intellectuelle, entre les biens en collection publique et les biens en collection privée. En fait, la convention de 1970 sur les sorties illégales de biens, sur la protection des biens culturels, est totalement incomprise. Elle est employée à tort et à travers par les magistrats, aussi bien au civil qu'au pénal. Quand une importation est faite, ou quand des saisies pourront être pratiquées par les parquets, disant voilà, c'est interdit par la Convention UNESCO. La Convention UNESCO, d'abord, ne dit pas ça. La Convention UNESCO, je vais être un peu technique, pardon, mais c'est l'article 1er, encore une fois. Lisez. Je plaidais il y a quelques mois une affaire et je disais aux magistrats, ne me croyez pas sur parole, lisez. Je l'ai dit 4 fois de suite. À la 4e fois, le magistrat m'a dit, je ne sais pas comment c'est à Paris ou à Bruxelles, mais ici, nous savons lire. Alors, ils savaient lire, mais ils n'ont pas lu. Ils n'ont pas lu, ils nous ont rendu un arrêt incompréhensible que la Cour de cassation vient de casser, arrêt important sur la Convention UNESCO.
Les biens protégés par la Convention UNESCO sont, article 1er, les biens culturels. Sont biens culturels tous les biens culturels de manière générale. C'est extrêmement large, ça va jusqu'au timbre. Mais pour être protégé, il doit avoir été listé, c'est-à-dire classé au préalable. Donc on ne peut pas se servir à tort et à travers de la Convention UNESCO. Si vous voulez, un Picasso est un bien culturel, on est tous d'accord. Ils ne sont pas tous protégés par la Convention UNESCO, il faudrait qu'ils aient été classés au préalable. Donc la Convention UNESCO, on l'emploie à tort et à travers. Il faut un autre point encore, évidemment. C'est une convention, elle n'a pas force de loi directe, elle doit avoir été ratifiée dans les deux pays. Donc ce sont des mécanismes complexes. Et quand on voit par exemple certaines maisons de vente, je vois un représentant dans cette salle, qui refusent de prendre tel ou tel objet parce que la date de 1970, c'est n'importe quoi. Il faut donc que cette convention ait été ratifiée dans les deux pays concernant tel objet et que l'objet ait été listé au préalable avant sa sortie, sinon pas de protection. En tant que tel ou bien le nom, c'est une question. Le type c'est une question très intéressante parce que ça n'est évidemment pas un groupe d'objets. C'est ça, c'est l'objet. C'est l'objet lui-même. Je vous donne un exemple qui est en général qui est amusant, puis je m'arrêterai là sur la convention de 70. Vous arrivez à Rio de Janeiro. Vous envoyez une carte postale à votre maman. Ma chère maman, il fait très beau, je t'aime. Vous collez un timbre. C'est le point 7 de la nomenclature de la Convention UNESCO. Quand vous postez cette carte postale avec ce timbre, exportation illicite de biens culturels protégés par la Convention UNESCO? Ben non. Non. Les timbres sont protégés, mais seulement les timbres qui sont listés, classés au préalable. Certains timbres, pas tous les timbres. Certains Picasso, pas tous les Picasso. Certaines œuvres d'art premier, pas tout l'art premier. Bon.